Virginie Bernier, merci d'être là pour la dernière de Capital Humain. En fait, j'aimerais ça que tu te présentes, en fait, parce que tu es la coordonnatrice de la CDC Roussillon, mais qu'est-ce que c'est que ça, la CDC? En fait, la CDC, c'est Corporation de développement communautaire. Donc, une CDC, en fait, c'est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. La CDC Roussillon regroupe 45 organismes qui couvrent la MRC. C'est un regroupement multisectoriel, donc c'est différents secteurs d'activité. On a autant des organismes qui viennent en aide aux aînés, aux familles, petite enfance, en environnement, en culture. Donc, c'est très diversifié comme secteur d'activité. Et c'est ça, on œuvre dans la MRC. Donc, nous, comme organisation, ce qu'on fait, c'est représenter les organismes communautaires, défendre les intérêts du milieu communautaire et rassembler, concerter l'ensemble de ces organismes-là pour avoir un regard sur les enjeux qu'il y a sur notre territoire puis pouvoir trouver des solutions collectives à ces enjeux-là et développer des projets qui répondent aux besoins puis aux problématiques du territoire. Fait que c'est un petit job qui ne te tient pas occupé pantoute, ça. Ben non, c'est tranquille. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en développement social, en développement communautaire, puis sur, effectivement, l'ensemble des secteurs sur lesquels on est interpellé. Mais c'est pour ça que la force du nombre, c'est là qu'elle est importante. À 45 têtes, on est beaucoup plus fort puis plus apte à pouvoir trouver des solutions qui répondent bien aux problématiques. Et tu vois, ça va couler au premier sujet, mais en même temps, c'est l'idée de, tu sais, le communautaire. Bon, tu dis, là, tu as 45 organismes, mais c'est pas 45. Tu sais, chaque organisme est différent, a des besoins semblables. On va en parler tantôt, surtout financement, mais ça devient, tu sais, 40, tu sais, ça doit être pas compliqué, mais tu sais, de trouver des fois des zones communes. Est-ce que ça doit être un challenge des fois? C'est un grand défi parce que, évidemment, chaque organisme, c'est ça, œuvre dans un secteur en particulier. Donc, ils ont une connaissance, une expertise très pointue dans leur propre secteur d'activité. Puis, ils en ont déjà beaucoup là, dans leur dossier. Donc, c'est sûr que c'est un grand défi de dire on se rassemble, on s'unit et on essaie un peu de faire un pas de recul par rapport à nos missions respectives pour être capable de dire, bon, qu'est-ce qui converge? Puis qu'est-ce qui fait écho pour nous tous? Qu'est-ce qui nous préoccupe pour plusieurs et sur lequel on pourrait intervenir ensemble plutôt qu'individuellement. Donc, mais c'est un grand défi parce qu'on a tous le nez, dans le fond, très centré sur nos préoccupations au quotidien, puis c'est tout à fait normal. Et c'est un grand défi de faire ce pas de recul-là, puis d'avoir un regard un petit peu plus éloigné, puis de faire aussi les liens avec les enjeux sociaux à l'échelle du Québec et du Canada même. On est interpellé par des enjeux qui concernent d'autres régions aussi, puis un petit peu partout. Si on parle de logement, si on parle de sécurité alimentaire, si on parle de transport, on n'est pas les seuls ici dans la MRC Roussillon à rencontrer des défis par rapport à ça. Puis ça touche l'ensemble des usagers de tous nos organismes. Donc, c'est là l'importance de dire comment on peut agir, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre ces enjeux-là ici. Et là, il y a le gouvernement on est sur le plan d'action gouvernementale en action communautaire. Oui. Ça, tu m'as dit tantôt, ça fait depuis 2007 qu'il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Oui, effectivement. En fait, le PAGAC, donc le plan d'action gouvernementale en action communautaire, dans le fond, c'est la mise en œuvre puis l'application de la politique de reconnaissance et de financement de l'action communautaire. Cette politique-là, elle existe depuis 2001. Donc, depuis 2001, officiellement, il y a une entente entre le milieu communautaire et le gouvernement pour que, dans le fond, l'État reconnaît la pertinence et l'autonomie des groupes communautaires. Et donc, le plan d'action vient s'assurer de la mise en œuvre puis de l'application de cette politique-là. Mais effectivement, comme tu le dis, il n'y a plus de plan d'action depuis 2007. Donc, on est en 2019, presque 2020. Ça fait un petit moment déjà. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, le gouvernement a lancé cet été des consultations pour faire appel à l'ensemble des groupes communautaires et inviter les regroupements à déposer un mémoire dans le cadre de ces consultations-là. Donc, le gouvernement cherche à
savoir un peu quels sont les besoins, les attentes des groupes communautaires en lien avec le financement, bien sûr, en lien avec la consolidation des groupes communautaires, le renforcement de nos réseaux, la reconnaissance de qui on est, de ce qu'on fait, la valorisation, la promotion du milieu communautaire. Donc, sur différents secteurs, veut avoir un maximum d'informations pour bien intervenir. Donc, ils ont déjà annoncé qu'ils ont le souhait de mieux soutenir, de mieux appuyer les groupes. Donc, nous, on va leur fournir ces informations-là. Parce que c'est ça. Puis là, tu sais, parce que le communautaire, il est souvent vu, je vais dire l'enfant pauvre, mais c'est ça qui est. Mais tu sais, c'est un peu, tu sais, pour moi, là, ça fait 3 saisons que je fais de Capital Humain. J'ai fait le tour du communautaire de partout. Puis de voir que tu sais, c'est souvent le dernier filet, dépendamment dans quel domaine ils sont, mais souvent dans le truc plus relation d'aide, là, de venir en aide aux gens pour des problèmes de déficience, d'handicap, l'itinérance. Et puis, mais tu fais OK, mais si eux sont pas là, il y a une méchante gang de gens qui sont pas soutenus, là, parce que ça, ce que je comprends, c'est que le communautaire, il vient comme remplir les trous laissés vacants par l'État, tu sais, qui fait ce qu'il peut aussi, là, mais qui peut pas venir. C'est ça. Fait, mais il n'y a pas. C'est ça. Fait que le gros problème, c'est le financement. Là. Peut-être expliquer un peu c'est quoi parce que le financement, vous autres, vous parlez de financement à la mission globale au lieu de quoi, tu sais. C'est juste peut-être expliquer le. Mais en fait, comme tu le mentionnes, effectivement, on est le filet social du Québec. Ce sont les organismes communautaires. C'est souvent nous, la porte à laquelle les gens viennent cogner. Et on on pallie à plein de choses, alors que, bon, évidemment, il y aura tout un débat à faire sur est-ce qu'on devrait pallier à tout ça. Puis, effectivement, que l'État renforce les services publics puis les programmes sociaux, pour nous, ce serait aussi tout à fait positif parce que on n'a pas à combler l'ensemble des services. On ne peut pas faire ça. En fait, on ne pourrait jamais le faire, même avec un financement adéquat. Le financement à la mission globale, c'est vraiment de dire on est financé pour précisément la mission qu'on s'est donnée. Donc, chaque organisme communautaire a dans ses règlements, dans ses chartes, une mission très précise auprès de la population. Puis c'est la communauté, en fait, qui a identifié qu'il y a des enjeux, il y a des besoins. On a besoin d'une organisation qui va pouvoir remplir cette mission-là avec les services suivants. Donc, c'est vraiment déterminé par la communauté. Et dans la politique de reconnaissance, il y a le fait de dire, d'accord, on va financer à la mission ces organismes-là et on va appuyer les communautés de cette façon-là. La différence, si, mettons, on fait un parallèle... Le contrat du financement à la mission, c'est le financement par projet. Oui, ça, je l'ai entendu souvent. Oui, c'est ça. Et ça cause beaucoup d'enjeux parce que par projet, ça veut dire pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, on agit de façon spécifique sur un enjeu, un besoin qui a été identifié, pas nécessairement par la communauté, donc ça peut être des bailleurs de fonds, puis tu sais, ça peut provenir de différents... mais là, on vient appuyer de façon très ponctuelle des choses, puis souvent, ça va tomber à l'eau parce que c'est difficile après de financer de nouveau ce projet-là. Les programmes de financement n'existent plus, ça change, les gouvernements changent aussi, puis identifient d'autres problématiques. Là, ça devient un problème parce qu'on fait tomber des choses, on crée des besoins, on crée des attentes dans la communauté, puis ça fonctionne pas. Alors qu'à côté de ça, on a de la difficulté à trouver suffisamment de financement pour répondre à la mission première de l'organisme, pour pouvoir maintenir en poste les personnes qui sont là, répondre aux services de la communauté, identifier puis répondre aux nouveaux besoins aussi, parce que la société, ça évolue, ça bouge. Il y a d'autres enjeux qui sont nommés, puis on peut pas y répondre, on peut pas y faire face. Donc, ça crée beaucoup de problématiques, d'instabilité, des fermetures d'organismes aussi durant la période estivale, des mises à pied, des projets qui tombent à l'eau, des coupures de services. Donc, c'est extrêmement frustrant et difficile pour les organismes communautaires. Oui, puis moi, ce qui me frustre, c'est parce que moi, je vois ici aussi, de fond, ma directrice qui fait des demandes de financement, mais quand j'ai fait le tour, c'est tout pareil, mais ici, c'est la PAMEC parce que c'est le ministère de la Culture, mais c'est la même chose, c'est le PESOC qui disent pour les organismes en santé, services sociaux, Fait que ça revient au même, je comprends, mais il y a tellement de paperasse, de trucs à remplir, tu fais comme, mais à chaque année,
on est le même organisme, ça fait des années, fait que le gouvernement devrait savoir qui on est. Oui. Puis je me dis, c'est juste, tu renvoies tes états financiers, tu fais, regarde, il n'y a pas eu de trucs croches, il n'y a pas eu rien. Tu sais, je sais pas, il me semble que ce serait facile d'accélérer le processus que de refaire toute la paperasse à chaque année, faire, nous sommes... Avec un financement adéquat, on pourrait dire, ben oui, une reddition de compte minimale, on s'entend, on est financé, on répond après à notre bailleur de fonds en lui disant, oui, voici de quelle façon on a dépensé ces sommes-là. Effectivement, ça pourrait être allégé. Puis ça, c'est très différent d'un ministère à l'autre, puis d'un programme de financement à l'autre, mais oui, on peut travailler à alléger ça. Et l'enjeu du financement par projet, c'est que ça vient s'ajouter. Donc, vous avez déjà une reddition de compte à faire pour le financement de la mission, vient s'ajouter ce projet-là, celui-là, puis celui-là, puis celui-ci, avec toutes des redditions de comptes différentes pour des organisations puis des bailleurs de fonds différents, avec du langage, du vocabulaire, des formulaires différents. Là, il faut adapter, ajuster. C'est énormément de temps. Puis à ça s'ajoutent toutes les autres demandes de financement pour lesquelles vous avez reçu un refus, que vous avez aussi rempli beaucoup de paperasse pour dire, ben j'aimerais ça avoir ce petit 10 000 $-là pour essayer de combler tel trou, mais je passe beaucoup, beaucoup de temps pour remplir la paperasse, aller chercher des lettres d'appui, fournir tous les documents nécessaires. Donc, c'est hyper exigeant et c'est un peu, ça devient un peu ridicule que tout ce temps-là soit alloué à ça plutôt qu'à offrir des services à la population puis à être présent sur le terrain. Non, c'est clair. Puis ça, je parle à tous les DG que j'ai rencontrés, puis c'est comme tout le temps, pas qu'ils perdent, c'est pas du temps perdu, ils en ont besoin, mais je fais comme moi. Si c'était plus simple, il y aurait plus de temps pour justement travailler, se présenter sur le terrain, puis être visible un peu aussi, c'est le gros truc. Mais là, j'ai vu, dans le fond, les mémoires, comme tu as dit, ça se dépose le 6 décembre. Oui. Puis, dans le fond, ça parle de 2021. Ça, c'est plus pour quand ça va être adopté. Oui, exactement. Donc là, jusqu'au 6 décembre, les regroupements d'organismes communautaires avaient la possibilité de déposer un mémoire. Ça va être le cas de la Table nationale des CDC, qui est le regroupement des 65 CDC à travers le Québec. Ça va être le cas aussi de la TROC Montérégie, qui est le regroupement des organismes en Montérégie, qui va aussi déposer un mémoire. Donc, plusieurs regroupements de secteurs différents vont déposer un mémoire et le gouvernement va débuter son étude à partir de là. Il va y avoir d'autres types de consultations aussi, notamment avec la philanthropie, notamment auprès des municipalités. Il va y avoir des rencontres aussi qui vont être faites en groupe et en individuel avec le ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, qui est le ministère qui chapeaute la démarche. Et au terme, donc, de colliger toutes ces informations-là, le nouveau plan d'action, donc le nouveau PAGAC, va être lancé en mars 2021. Okay. Donc, et là, après, ça va être la nouvelle mise à jour, puis ça va être lancé officiellement à ce moment-là. Puis dans le fond, dès que ça c'est lancé en mars, ça va régir tout de suite la façon de fonctionner, c'est ça? Ou s'il y a comme il va y avoir un délai, j'imagine? Bien, il pourrait avoir un délai, dépendamment de ce que ça contient. En fait, là, c'est encore difficile de savoir, mais dépendamment de ce que ça contient, il pourrait y avoir des ajustements là, à l'intérieur des différents ministères. Parce que ce qu'on revendique beaucoup, c'est la cohésion puis la cohérence entre les ministères dans la façon de nous reconnaître et de nous financer. Fait que c'est sûr, à la hauteur de ce qui va être présent dans ce plan-là, ça va demander plus ou moins d'ajustements de la part de l'appareil gouvernemental. Oui. Et t'es-tu confiante? Oui, moi, je suis confiante. Je suis confiante. Je pense que d'entrée de jeu, le gouvernement en place a annoncé son intention de mieux soutenir, de mieux appuyer les organismes. Donc, ils sont déjà dans un élément positif. Ils le font pas avec un pas en arrière. Ils le font avec une réelle volonté, je pense. Dans nos discussions, nos échanges avec les élus aussi, on entend qu'ils sont préoccupés par certains éléments. Puis, on a entendu du positif aussi par rapport à ça. Donc, je pense que oui. Puis, ils s'impliquent dans une démarche qui est quand même sérieuse, qui est quand même sur un certain temps, et conscient aussi que le plan d'action, il est dû. Oui, bien, c'est ça, je m'en avais dit. Juste déjà le fait que ça fait depuis 2007, donc eux, ça fait un an, ça fait un petit peu plus qu'on a qui sont là, la CAQ, fait que déjà, qui est parti, on s'installe, on prend un processus en un an. Oui. Que c'était déjà une priorité dans le fond, dans les premiers temps de leur nouveau gouvernement, de dire « Oh, il faut s'attaquer à ça, ça prend un plan d'action qui est digne de ce nom. » Il était temps aussi qu'ils réalisent que justement le communautaire, puis ça je pense que c'est bon de le dire aux gens, c'est que ça, dans un sens, ça fait sauver un peu d'argent
un peu, puis beaucoup, dépendamment des trucs, mais je me rappelle juste de l'aiguillage à Vaudreuil, là, c'est pas sur ton territoire, mais c'est sur à Vaudreuil pour l'itinérance. Ouais. Mais eux, c'est un centre d'hébergement, je pense 15 ou 16 lits, puis quand... Tu sais, eux, leur but, c'est de prendre des gens en itinérance. Déjà là, il y a le côté humain qui est extrêmement fort, d'aider la personne. Mais si tu veux parler comme quelqu'un de droit de plus d'économie, ben l'idée, c'est de la ramener là, tu sais, puis bon, il y a des problèmes de toxicomanie, plein d'affaires, on l'amène dans les bons trucs. Mais ultimement, c'est pour de réchapper des gens aussi, puis les ramener à ce qu'ils trouvent un emploi, qu'ils trouvent un appartement et deviennent un contribuable. Donc, puis qui coûte plus d'argent, si on veut juste parler froidement, tu sais, mais je veux dire, c'est gros ce qu'ils font, là. Tu sais, si on peut en rescaper là-dedans. Puis il y a une part du travail, c'est sûr, des organismes qui viennent en aide à la personne, qui viennent en aide aux collectivités, et assurément, on permet que cette personne-là, ben sa situation s'améliore, puis qu'elle ait un autre trajet de vie. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi tout le volet prévention que font les organismes. Donc, de dire, on fait des ateliers dans les écoles pour parler de violence, pour parler de consommation, de dépendance. Donc, cette prévention-là aussi, on la calcule nulle part, mais elle a aussi une valeur, parce que ça veut dire que ces jeunes-là, ces personnes-là qui sont sensibilisées à différents enjeux, ben c'est une petite cloche aussi qui sonne puis qui fait comme « Ah oui, OK ». Donc, on évite aussi beaucoup de problématiques, puis on implique aussi des gens pour qu'il y ait une prise en charge autant personnelle que collective, dans le fond. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a des coûts, certainement. Mais on ne veut pas non plus que le gouvernement estime que les groupes communautaires sont une économie, parce qu'on veut aussi qu'ils reconnaissent notre travail pleinement, puis dire, ben les gens qui travaillent dans nos organismes, ils ont aussi le droit d'être rémunérés de façon adéquate. Ils ont aussi le droit d'avoir des conditions de travail décentes. Ils ont aussi le droit de vivre dans la dignité et d'avoir une retraite digne aussi. Ça veut dire de pouvoir cotiser à des régimes de retraite, à cotiser à des assurances collectives qui leur permettent de dire, ben à l'âge de la retraite, je suis venue en aide aux personnes défavorisées toute ma vie. J'ai le droit de ne pas finir dans la pauvreté moi-même. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver aussi entre, on est assurément indispensable, on peut être en complémentarité et en alternative avec le réseau public, le réseau de la santé et des services sociaux notamment, mais on a le droit aussi à des conditions décentes puis qui sont comparables. On a des gens qui travaillent dans les organismes communautaires, ils ont autant d'expérience que les gens dans le réseau public, ils ont autant de diplômes, autant de formations, donc il faut aussi une cohérence de la part du gouvernement, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est pas attrayant, puis c'est difficile pour le milieu communautaire de recruter des gens, de maintenir en emploi des personnes quand on a de la difficulté à offrir des salaires puis des conditions de travail stables. Là, donc, c'est clair. Puis j'ai dit, je voulais pas que le gouvernement nous voit comme une économie, mais c'était l'idée de déjà, avec ce qui se fait, ben, c'est ça qui arrive, mais imaginez si on stabilise le financement, puis on l'accroît, mais tu sais, je veux dire, ça. Puis humainement, ben, c'est pas tous les organismes, mais les organismes qui viennent en aide aux gens, je veux dire, c'est fou le travail qu'ils font. Oui, tout à fait. Absolument. Fait que, c'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi. C'est démontré statistiquement, $1 investi dans le milieu communautaire, c'est $7 d'économie pour le gouvernement. Donc, c'est très clair. Mais il faut voir là où on fait nos économies. Est-ce que c'est le même ratio pour Bombardier, je pense? Oui, c'est ça. Mais ces calculs-là, ils les font moins ailleurs des fois. C'est ça. Tu vas parler d'Engagez-vous pour le communautaire. Mais en fait, je fais le lien avec le PAGAC, justement, parce que Engagez-vous pour le communautaire, c'est une campagne qui a lieu depuis 2016 déjà et que là, il va être relancé de nouveau sous peu avec des différentes actions. Mais c'est un peu ça aussi, défendre le financement, un financement adéquat puis une réelle reconnaissance là, des organismes. Donc, à l'échelle du Québec, c'est 460 millions d'augmentation qui est demandé pour les organismes communautaires. C'est ça le besoin qui a été identifié. Ça peut paraître peut-être gros, 460 millions, c'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre, mais il y en a beaucoup d'organismes. Oui, il y a énormément d'organismes. Ça veut dire 4000 organismes qui seraient soutenus avec ce montant-là d'augmentation. Mais pour faire un comparable, ça équivaut à 1% du budget du gouvernement
total du gouvernement. Donc, faut relativiser aussi. Ça a l'air d'un gros chiffre, mais ça va. Puis, en fait, c'est vraiment un besoin là, qui est établi par les différents secteurs d'activité, les différents organismes. Donc, cette campagne-là va être relancée. Il va y avoir différentes actions qui vont être... donc, au-delà de juste le cadre du plan d'action, cette campagne-là, elle est plus large, puis elle s'étale aussi dans le temps, là, puis elle est active depuis 2016. Donc, on va continuer d'être visible, puis de rappeler notre importance via cette campagne-là, puis de démontrer pourquoi on a besoin de ces sommes-là. Mais juste pour être sûr, c'est qui est derrière cette campagne-là? C'est les CDC ou c'est un peu... Entre autres, en fait, il y a plusieurs grands réseaux, là, dont la Table nationale des CDC, le RQAK, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, qui font parmi les 4-5 organisations là, qui font partie du petit comité de coordination de la campagne. Mais ça c'est vraiment appelé pour l'ensemble des organismes. Oui, c'est ça. Après ça, ça découle, puis tout le monde est... Exactement. C'est ça, Par région, dans le fond, il y a des pôles d'activités qui se passent. Donc, il y a des porteurs par région qui s'occupent d'un peu de faire vivre le plan d'action puis de mettre en œuvre là, des différentes actions pour faire connaître la campagne à la grande population, mais aussi, bien sûr, aux élus là, pour les sensibiliser sur ces enjeux-là. Et y a-tu des trucs qui sont... Parce que tu disais qu'il va y avoir des activités ou des trucs, y a-tu des choses que tu peux dire qui s'en viennent ou... Pour le moment, non. Dans le fond, le plan d'action a été identifié à l'échelle nationale. Donc là, il faut se regrouper là, par région pour voir de quelle façon on décline ce plan d'action-là, puis qu'est-ce qu'on fait, puis à quelle date, puis tout ça. Mais ça risque d'être dès le début, là, janvier-février 2020. Il va déjà avoir des actions là, qui vont être lancées. Ça me fait plaisir de venir t'en reparler. On va s'en reparler. Et sinon, il y avait la coalition montérégienne pour la tarification sociale en transport. C'est souvent des gros titres, puis des acronymes. C'est pour ça qu'on est fort sur les acronymes dans le milieu communautaire. À un moment donné, ça devient le PAGAC, le PESOC, Même moi, je ne me trouve pas, mais je t'emmène un lexique la prochaine fois. Je pense que je vais lire ça avant de dormir, puis c'est que ça rentre un peu. Ben oui, parce que le transport, j'en entends pas beaucoup parler, puis c'est un truc auquel je m'intéresse beaucoup, en fait. Un gros enjeu, le transport sur le territoire de la MRC. Là, on a vu avec les annonces récentes le 60 millions annoncé pour la Rive-Sud. Là, on se croise les doigts puis on défend beaucoup le dossier. Il va falloir surveiller ça avec attention parce que la Rive-Sud, c'est pas juste Brossard ni Longueuil. Ça s'étend beaucoup plus que ça. Et les besoins ici sur le territoire sont immenses en transport pour qu'on ait un réseau vraiment efficient et que les gens ont envie d'utiliser. C'est important pour tous les secteurs d'activité. Là. C'est important pour les personnes défavorisées, c'est important pour le développement économique, pour que les employeurs, que les employés aient accès aux employeurs. C'est important pour l'environnement aussi. On parle de changement climatique, on parle d'adaptation de nos habitudes de vie pour faire face à ça. C'est important pour tout ça. Donc, il y a ce dossier-là qu'il faut surveiller assurément. Parallèlement au déploiement de ce réseau-là efficace, il y a l'abordabilité aussi du transport. Nous, ce qu'on défend, c'est la tarification sociale en transport. Donc, les personnes à faible revenu aient accès à un tarif réduit du transport. Et il y a des différents mouvements un peu partout au Québec, mais notamment dans la grande région de Montréal, le mouvement pour un transport public abordable qui est déjà mobilisé sur cet enjeu-là de la tarification sociale depuis plusieurs années. Et dans le fond, dans le cadre des consultations qui va être faite par la RTM, un autre acronyme, donc l'Autorité régionale en transport métropolitain, qui a le mandat de faire une refonte tarifaire, donc de réviser l'ensemble des tarifs. Je ne sais pas si tu sais, Mathieu, mais il y a 600 titres de transport sur tout le territoire de la CMM, donc la couronne sud, nord et toute l'île de Montréal. 600 titres. Donc, le mandat dans cette refonte-là, c'est vraiment de dire, on va réduire le nombre de titres de transport, puis on va harmoniser, dans le fond, les tarifs. Puis, donc, il y a toute une étude, une évaluation, une analyse qui est faite sur ça serait quoi les meilleurs tarifs pour que ça demeure abordable, accessible, mais en même temps que ça soit... faut quand même payer pour l'ensemble de ces services-là.
Et dans le cadre de cette refonte-là, il y a une petite consultation qui va être faite précisément sur la tarification sociale. Donc, nous, en Montérégie, puisqu'il n'y avait pas de coalition, de regroupement qui s'intéressait particulièrement à cette question-là, on a saisi l'opportunité des consultations à venir de la RTM pour mobiliser, dans le fond, tous nos collègues qui avaient envie de se pencher sur cet enjeu-là. Donc, on est en train de développer d'abord un mémoire qu'on va déposer dans le cadre de cette consultation-là, mais aussi des outils pour qu'à la fois les élus, les décideurs puissent être bien informés de c'est quoi ça veut dire la tarification sociale, c'est quoi les impacts, ça coûterait combien, parce que c'est ça aussi une des questions principales, mais aussi toute l'information auprès de la population, parce qu'on veut que les gens comprennent bien la portée que ça a pour une personne à faible revenu d'avoir la petite case de transport dans le budget. Tout le monde le sait, là, on a tous les mêmes budgets. Ce qui prend le plus de place dans notre budget, c'est le logement, la nourriture, aller à l'épicerie, on sait comment ça coûte. Et le transport, c'est un des postes budgétaires très importants. Donc, pour toutes les familles, c'est la même situation. Pour toutes les personnes, c'est la même réalité. L'impact que ça a chez une personne à faible revenu quand il y a des hausses de coûts de transport puis que la personne n'a pas d'autres options. Des fois, on n'y pense pas toujours. On a notre voiture, on circule librement, mais le droit à la mobilité, c'est vraiment majeur. Ça vous donne accès à un travail, ça vous donne accès à l'éducation, ça vous donne la possibilité d'aller vous nourrir sainement et de pas juste faire appel au petit dépanneur qui est à côté de votre appartement puis qu'il n'y a pas nécessairement des aliments sains accessibles en tout temps. Donc, c'est un droit qui donne accès à beaucoup d'autres droits. Ouais, c'est ça. Puis à une participation aussi citoyenne comme citoyen-citoyenne. Donc, on s'intéresse à cet enjeu-là. On a fait appel aux autres organismes de la Montérégie. Donc, on a une vingtaine d'organisations. On se penche sur le dossier. Donc, on va être vraiment dans les prochains mois sur le terrain pour sensibiliser tout le monde puis être présent lors des consultations à venir. Fait que t'es quand même pas mal occupé dans les prochains temps. Oui. C'est tout le temps qu'on avait. Ça passe vite, hein? Oui, très vite. Je vais vraiment être obligée de revenir. Ouais, t'es obligé, mais écoute, lâchez pas. Merci. Lâche pas. Et je voulais juste mentionner, tu sais, parce que quand on avait fait l'émission sur la CDC, t'attendais un financement, puis savoir là, si tu peux avoir quelqu'un qui travaille avec toi, puis là, tout ça, c'est placé, c'est ça? C'est réglé. Oui, on a un financement à la mission et on est très heureux. Puis avec un financement ponctuel qui est venu s'ajouter, on a pu embaucher une collègue de travail, donc Caroline, qui travaille avec moi depuis quelques semaines. Cool, mais ça, tant mieux. Oui, ça, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à mener en même temps, fait que j'imagine pas de se pitcher partout, d'être à jour dans toutes les patentes. Là, fait que, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on va se rejaser bientôt. C'est cool, merci.